Lorsqu'on m'a invité à participer à ces colloques, c'est M. Philippe Orcade qui l'a fait, à ces colloques avec une communication sur Pierre Bayle et les rires, j'étais tout de suite perplexe. Pour ma part, je n'avais jamais associé la pensée et l'œuvre de Bayle au rire. La vie et l'expérience personnelle de Bayle m'ont toujours paru aux antipodes de toute idée du rire. Issu d'une famille huguenote, contraint par la suite à se réfugier hors de la France, Bayle souffrit de l'intolérance catholique et assista à la montée de la violence envers les protestants légalisée par la révocation de l'édit de Nantes. Mais même le refuge hollandais de Rotterdam ne le met pas à l'abri de la censure. Bayle doit se défendre contre les dénonciations de ses propres coreligionnaires et des accusations portées par les consistoires de l'Église wallonne de Rotterdam contre son œuvre majeure, le Dictionnaire historique et critique. Par ailleurs, Bayle philosophe, par l'exercice sceptique de la raison, dénonce les apories et les contradictions des systèmes philosophiques et il soutient que la religion chrétienne recèle de multiples absurdités et incohérences. Il est donc impossible de retrouver un accord entre philosophie et religion, entre raison et foi. Au cœur de cette tension et dilemme règne le problème du mal, rationnellement insoluble, théologiquement absurde et incompatible avec l'idée de la perfection de Dieu. Le thème du mal et du manichéisme revient à plusieurs reprises et presque de façon obsessionnelle dans le dictionnaire, lié à un pessimisme anthropologique d'ascendance augustinienne. L'homme connaît par expérience sa propre misère et le mal est un élément constitutif de sa vie, presque un principe essentiel. Cette expérience du mal s'associe à une vision problématique de la vie et du monde. Ainsi, dans une lettre à son frère cadet, Bayle affirme que la médiocrité et l'obscurité sont ses propres caractéristiques. De la manière que Dieu m'a fait, c'est mon élément qu'un état de médiocrité. Les grands jours m'incommodent, j'aime l'obscurité. Cet itinéraire personnel et intellectuel de Bayle, émaillé de persécutions et de censure, d'accusations d'hétérodoxie ou d'athéisme, marqué théoriquement par le problème du mal, ne semble nullement propice à la présence dans ces textes de thèmes liés au divertissement ou à l'amusement. Est-il possible que chez Bayle le scepticisme et le pessimisme coexistent avec le rire et le divertissement? Apparemment non. Mais les dictionnaires historiques et critiques est une œuvre tellement stratifiée et complexe, immense et contradictoire, fascinante et diversifiée qu'elle n'est pas cacher une dimension du rire. Bien sûr, dans le cas de Bayle, on ne peut pas parler d'un rire à la Rabelais, lié à la fête, à une image grotesque du corps ou à une vision ludique du bas corporel. Il faut plutôt parler d'une ironie sceptique, d'un rire à la montagne ou encore d'une satire parfois mordante ou d'un rire iconoclaste envers la religion. Plus que du rire au sens strict du terme, il vaut mieux parler d'ironie chez Bayle. En outre, le style de Bayle est verbeux, lourd et sans prétention. Il n'a pas cette légèreté et cette souplesse propre au rire d'un Voltaire. Le rire de Bayle n'est ni direct ni ouvert. C'est plutôt un rire qui passe au crible de la raison et qui s'inscrit dans un discours historique ou dans une analyse critique. C'est un rire au service de la dispute et du raisonnement. Le rire de Bayle est le rire sceptique, le rire de la raison. Éloigné de celui de Rabelais, le rire de Bayle est plutôt proche de Montaigne. Chez l'auteur des essais, les rires ne renvoient pas seulement à un état physique lié à la physiologie. Je ne cite pas le passage au livre 2 des essais, mais il s'associe aussi à la morale par l'intermédiaire de la tradition stoïcienne. C'est un rire qui reprend Sénèque, qui rit de lui-même, ou qui privilégie l'image de Démocrite souriant à Héraclite pleurant.
Le lire de Démocrite est pour Montaigne le rire sceptique que Bayle reprend dans l'article Démocrite de son dictionnaire, où il écrit « Démocrite est excusable de s'être moqué de toute la vie humaine ». Et après, Bayle cite aussi Sénèque qui parle du rire et du pleur. Il dit qu'il faut accepter la vie humaine telle qu'elle se présente sans excéder ni en larmes ni en rire. Nec in risum, nec in lacrimas excidere. Le rire jaillit donc de la comédie de la vie. Il renvoie aussi aux digressions ironiques ou galantes du dictionnaire qui s'inscrivent dans une stratégie visant à rendre cet ouvrage accessible à un large public. Dans la préface de la première édition du dictionnaire, où il est question de la manière de citer, à propos des citations de Brantôme ou de Montaigne qui contient des actions et des réflexions trop galantes, Bayle justifie sa digression amusante par la nécessité de prendre au cœur les intérêts du libraire. En effet, un livre long et ennuyeux comme un dictionnaire, farci de citations grecques et latines, a besoin de passages amusants et libres. Bayle nous fait sourire lorsqu'il choisit des sujets savoureux ou pimentés ou quand il relate des situations délicates. Ainsi, il consacre un article à Pierre Aretin, cet auteur de nombreuses satires et des ragionamenti, où il emploie un langage impudique. Bayle attribue sa mort au rire, ou mieux à un excès de rire. On compte, je cite, qu'il s'est mis à rire si fort, entendant des discours sales, qu'il renversa la chaise sur quoi il était assis, et tombant, il se blessa la tête et il mourut sur l'heure. Bayle associe ainsi les récits salaces et licencieux de ragionamenti aux discours sales qui causèrent la mort de l'Aretin. Et il produit un témoignage de cette histoire, les Dialogus derisu de Antonio Lorenzini, publié à Marbourg en 1606. Le rapport entre rire, divertissement et littérature ressort également de l'article de Diabocas dans le Décameron, un recueil de 100 nouvelles où l'on voit des aventures d'amour bien récréatives et beaucoup de tours de friponneries jouées au mari. Bayle, en signalant les plaisanteries contre l'Église et les moines, rappelle à ses lecteurs que le Décameron et son auteur ont été accusés d'obscénité, bien que Pétrarque en excusé les endroits lascifs. Se référant à Pétrarque, Bayle soutient qu'un ouvrage dogmatique est différent d'un livre destiné à amuser, où il est permis de retrouver des passages plus libres. Ainsi, Bayle s'amuse à ramasser dans son dictionnaire des contes drôles ou lascifs et à rapporter des anecdotes impertinentes. Cette ironie qui s'adapte aux différentes situations et aux divers sujets s'offre un large éventail d'exemples. L'article consacré à Laïs, fameuse courtisane qui s'établit à Corinthe, qui était la ville du monde la plus propre aux femmes de son métier, est emblématique à bien d'égards. Bayle a recours à son érudition historique pour narrer l'histoire de cette femme dont les orateurs ou les philosophes les plus illustres tombèrent amoureux. Ainsi Démosthène alla à Corinthe pour avoir une de ses nuits, mais la taxe qu'elle y mettait le rebouta. Elle fut aimée aussi par Diogène le cynique et par le philosophe Aristippe. Cette opposition entre le philosophe cynique pauvre et malpropre et Aristippe, qui était la propreté, la politesse même, autorise Bayle à des variations divertissantes sur l'attitude de ces deux philosophes envers cette prostituée. Bayle remplit son récit de détails amusants ou salaces. Malgré son charme, Laïs n'a pas pu vaincre la continence du philosophe Xénocrate, tandis que le sculpteur Myron, vieux et chenu, fut rejeté par Laïs, mais lorsqu'il se présenta avec 2 chevaux brunis, il fut pris pour le fils du premier et renvoyé à nouveau. Bayle s'attarde aussi évoqué avec la précision du philologue l'initiation de Laïs à son métier par les peintres à pelle.
Il renvoie donc à l'article consacré à ces personnages où les témoignages discordants des historiennes le portent à douter de la véracité de ces récits. Bayle veut alors amuser son lecteur et le faire sourire. Il associe la plaisanterie à l'érudition, l'ironie à la précision historique. On retrouve cette même stratégie qui combine des récits irrévérencieux, parfois obscènes, avec l'enquête historique dans un autre article consacré à une courtisane célèbre, l'Amie. Plusieurs passages du dictionnaire montrent cette connexion entre amusement, rire et obscénité. On ne doit donc pas s'étonner si Bayle, dans la 2e édition de son dictionnaire, consacre le 4e de ses éclaircissements, le plus long de tous, aux obscénités. Il doit s'excuser et se défendre contre les censures portées sur son ouvrage. Les rires ne renvoient pas qu'à l'obscénité, mais aussi au comique et à la comédie. En considérant les genres comiques, Bayle analyse le rôle et les variations du rire dans les textes littéraires. Ainsi, dans l'article consacré à Molière, l'article Poquelin, il affirme que les comédies de Molière surpassent ou égalent tout ce que l'ancienne Grèce et l'ancienne Rome ont, eux, de plus beau en ce genre-là. Les comiques et les rires sont essentiels dans les comédies, quitte à suivre les goûts du public moins exigeant. C'est donc à tort qu'on a reproché à Molière d'avoir montré trop de complaisance pour le parterre. En fait, les comédies sont destinées à paraître sur le théâtre en présence de toutes sortes de gens. Bayle défend Molière alors contre ceux qui le blâment pour avoir écrit non seulement pour les esprits fins, mais aussi pour les gens grossiers. À ces accusations, ajoute Voltaire, Molière pourrait répondre en citant les paroles d'Arlequin qui, à propos des plaisanteries qui ne sont pas toutes également bonnes, déclare « J'en conviens, mais elle ne laisse pas de divertir certains jeunes gens qui ne viennent à notre théâtre que pour rire, qui rient de tout et souvent sans savoir pourquoi. Nous jouons souvent devant ces sortes de gens et il faut leur donner des plaisanteries de leur portée. » Ainsi, Bayle parle des différentes modulations du rire, et le rire des comédies doit s'accorder avec les spectateurs les plus disparates, comme un dictionnaire doit convenir aux lecteurs les plus hétérogènes. Par conséquent, après avoir parlé des variations du rire, Bayle introduit une observation générale contre les censeurs de ce dictionnaire où il refuse les objections des critiques qui dénoncent les trop de variétés de son texte. En fait, dans le dictionnaire, le rire se cache plutôt dans l'ironie qui parcourt tout l'ouvrage sur des registres différents, même entre les lignes. Une ironie subtile et allusive qui devient parfois amère ou sanglante, féroce ou provocante. Il s'agit d'une ironie qui est tantôt immédiate et évidente, tantôt requiert la complicité du lecteur, s'adressant à ceux qui sont capables de suivre des raisonnements longs et contradictoires ou qui ont la même sensibilité intellectuelle de son auteur. Le lecteur idéal de Bayle est donc celui qui peut suivre les enjeux logiques ou les incongruités théologiques de son raisonnement. Cette ironie sophistiquée, liée à un niveau de lecture séquent et profond, n'exclut pas une ironie plus directe. Ainsi, l'ironie s'adresse soit à une élite qui savoure les nuances propres à une écriture allusive et sous contrainte et qui veut éviter la censure, soit au lecteur ordinaire qui sourit aux mots d'esprit. Toutefois, l'ironie de Bayle, parfois sanglante, et jouant des différentes nuances de la malice ou de la méchanceté, parvient au sarcasme. Deux exemples peuvent nous aider. L'entrée Blondel, consacrée à un professeur de médecine de l'Université de Paris, où la critique côtoie le sarcasme. Et l'autre exemple, dédié à Mademoiselle de Lumeuil. François Blondel est décrit comme un savant homme
d'une science indigeste et dont l'entêtement contre la chimie remplirent de troubles la faculté de Paris. Bayle s'amuse à renvoyer au ton méchant que le Mercure galant fait propre à la mort de Blondel, où il dit, pas un terme d'honnêteté n'accompagne cette nouvelle de la mort, qui n'adoucit la flétrissure que l'on imprime sur la mémoire du défunt. Et il reproduit ces passages. La faculté de médecine de Paris jouit à présent d'un grand repos par la mort de M. Blondel. Il demeurait seul, opposé à l'approbation générale de l'antimoine dont il combattait les bons effets, ayant tellement troublé depuis 30 ans cette docte compagnie qu'elle a paru toujours divisée. Comme apparemment ses opinions mourront avec lui, il y a lieu d'espérer que la concorde et la paix ne manqueront pas à s'établir. Bayle semble partager la malice de cette annonce, mais pour sa part, il commente avec finesse ce passage. À son avis, la mort d'un seul professeur est parfois utile, mais le genre humain est forcément mauvais et des personnes qui s'aiment la zizanie sont toujours nécessaires à la société. Je cite le passage final, puisqu'il faut que le genre humain soit malheureux en ce monde, ces gens-là sont nécessaires. Ce sont des parties essentielles à la société civile. Par contre, l'article dédié à Mademoiselle de Lumeuil, dans cet article, l'ironie est plus souple. Bayle raconte l'histoire de cette fille d'honneur de Catherine de Médicis, qui vérifia par sa conduite un beau mot qu'on trouve dans le Menagiana, que la charge de fille d'honneur d'une reine est très mal aisée à exercer. Elle succomba sous le poids de la dignité à la vue de toute la cour, car elle accoucha chez la reine sans avoir été mariée. Bayle oppose ici la charge de fille d'honneur d'une reine au poids de la dignité qui disparaît avec la perte de cet honneur. Et dans les remarques, il se divertit également à considérer cette liaison illicite sous le prisme de la chronologie. Et il ajoute, c'est à quoi, sans doute, les deux amants ne s'attendaient pas. Ils ne s'imaginaient point que les caresses produiront une matière de dispute entre les auteurs à 100 ans de là. Enfin, Bayle termine cet article avec une curieuse référence à la sœur aînée de Mademoiselle de Lumeuil, qui est morte joyeuse et plaisante, demandant à son valet d'accompagner l'heure de sa fin avec le son du violon. Ainsi, ajoute Bayle, ceux qui formeront une liste des personnes qui sont mortes en plaisantant ne devront pas oublier cette demoiselle. Et en effet, André-François Bourreau-Deslandes, l'auteur de l'histoire critique de la philosophie, a profité de cette suggestion quand, en publiquant ses réflexions sur les grands hommes qui sont morts en plaisantant, parle de cette mademoiselle. L'ironie de Bayle, et j'arrive au dernier point, devient iconoclaste en abordant les questions religieuses. Cette ironie qui réserve au culte et à la religion, qui combine rire et transgression, offre une riche palette de variations. Bayle opère une lecture critique de la Bible dans des articles polémiques tels que Ève ou David. À l'article Ève, il distingue entre le récit biblique et les différentes interprétations produites par les extravagances des rabbins ou les rêveries des anciens pères. À propos d'Ève, qui se laissa tromper par les mensonges et par les belles promesses du serpent, il énumère une longue suite de lectures absurdes concernant les relations entre Ève et le serpent. Et il s'amuse aussi à décrire comment un auteur moderne, c'est-à-dire Thomas Burnet, montra à quel point était inégale la lutte entre un démon tout à fait expérimenté dans les affaires, c'est-à-dire le serpent, et une femme, c'est-à-dire Ève, qui ne venait que d'être produite et qui n'avait jamais vu ni le lever ni le coucher du soleil. L'absurdité que Bayle relate avec l'objectivité de l'historienne servent en effet à nourrir la veine ironique qui parcourt ces pages.
Un si bel rapport des interprétations ridicules de quelques rabbins qui parlent aussi du fait que Adam engendra avec une femme nommée Lilia des fils, et d'Ève qui engendra avec le serpent Caïn et Abel. Et il commence sa spéculation abstruse et paradoxale par ces mots. Voilà des compensations. Adam quitte Ève pour faire des diables avec une autre femme, et le diable va trouver Ève pour faire des hommes avec elle. Les rires d'Abel visent aussi l'excès de zèle religieux. Ainsi, il se moque du rigorisme et des dévotions de l'Église de Rome, comme de l'article consacré à Antoinette Bourignon, une des filles dévotes qui croit être conduite par des inspirations particulières et que l'on a traité de fanatique. Sa chasteté surprenante fait l'objet d'une remarque. On peut se borner ici à cet exemple de cet esprit caustique qui joue avec la théologie et la scolastique. Je cite: « N'ai-je pas eu raison de dire que la chasteté de cette fille était surprenante en termes d'école, la scolastique, il la faudrait appeler non seulement immanente, mais aussi transitive, vu que ses effets se répandaient en dehors. Je pense que les mystiques se servent plutôt du terme de pénétratif. » Et après ce passage, il parle du don de l'infrigidation qui avait cette mademoiselle. L'écriture de Bayle est si acérée et empoisonnée. Il jongle avec les divers attributs de la chasteté surprenante de cette mademoiselle qu'il nomme, en utilisant une terminologie scolastique, immanente, transitive ou pénétrative. De plus, parlant de pouvoir d'infrigidation de mademoiselle Bourignon, soit la capacité de rendre froides les personnes qui l'approchent et de répandre le don de la continence, Bayle se demande si cette faculté a vraiment besoin de l'aide spécifique de la grâce ou ne procède pas de la nature elle-même comme effet de la laideur de la personne en question. Au reste, Bayle ne croit pas trop au pouvoir de persuasion de cette fille dévote, car, poursuit-il, elle composa beaucoup plus de livres à Amsterdam qu'elle n'y fit des sectateurs. Toujours sur ce même registre, il se moque de la chasteté du jésuite espagnol Juan de Mariana, qui est l'auteur du fameux texte politique De Rege et Regis Institutione. Mais, et je vais conclure, en dehors du dictionnaire, l'ironie de Bayle se déploie dans deux textes liés aux persécutions antiprotestantes. C'est le cas du pamphlet « Ce que c'est que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand ». Ici, en particulier dans la deuxième lettre, un libelle violent écrit par un réfugié huguenot, Bayle fustige l'esprit persécuteur des apologistes catholiques. Déjà, certains interprètes ont mis en lumière l'humour noir et caustique de ces pamphlets qui dénoncent la politique antiprotestante de Louis XIV. Sous les signes du sarcasme, Bayle exprime aussi sa déception face à une défaite qui est non seulement politique, mais aussi morale et éthique. En effet, les persécuteurs catholiques, en revendiquant les droits de la violence, bouleversent toute morale naturelle. En synthèse, alors, on voit que le rire chez Bayle prend des aspects divers, l'obscénité, la comédie ou l'ironie. Bayle n'a pas le goût du rire direct et explicite, du rire libérateur. Son rire s'apparente plutôt à une ironie fine, parfois figée, à un sourire narquois ou un sarcasme caustique. À ses lecteurs les plus subtils, Bayle s'adresse avec un ton pince sans rire. Il s'amuse avec les obscénités dont il se sert pour divertir. Il critique en rien les conceptions philosophiques ou théologiques en considérant l'homme mauvais et malheureux par nature. Héritier du rire sceptique de Montaigne, le rire de Bayle se nourrit d'une ironie détachée,
où la raison corrosive du philosophe dénonce les contradictions et les absurdités théoriques ainsi que les faussetés historiques. Le rire de Bayle est le rire philosophique, le rire de la raison qui réaffirme les limites de la raison même et qui sourit à la vue de la comédie humaine. C'est pourquoi l'ironie et parfois le sarcasme sont les meilleurs outils de son travail critique. Je vous remercie.